Le Défenseur des droits rassemble quatre institutions que vous connaissez plus ou moins bien. Il y a la HALD, comme le disait Madame Gaudin, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le Médiateur de la République, qui était beaucoup plus ancien, qui a été créé au début des années 70, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le Défenseur des enfants. Donc pour ce qui nous concerne, on est surtout sur les sujets discrimination et les sujets qui intéressaient le médiateur de la République, c'est-à-dire les relations entre les agents et leur administration, hors leurs relations dans l'exercice de leurs fonctions. Donc sous le double thème que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dysfonctionnements et la discrimination, les dysfonctionnements, c'est par exemple le respect des obligations, dont celle d'appliquer la loi, qui concerne aussi bien les employeurs que les agents eux-mêmes. Et la discrimination, c'est bien évidemment le respect des droits. Donc, le point commun de tout ça, c'est le droit qui me permet d'enchaîner sur la manière dont le défenseur des droits travaille. Je dirige un pôle qu'on appelle un pôle d'instruction, qui instruit les réclamations que portent devant le défenseur des droits des agents publics, encore une fois sur les thèmes dysfonctionnement ou de la discrimination. Et je voudrais rassurer ceux qui auraient des doutes sur la question. Les pôles d'instruction sont composés de juristes et de juristes expérimentés, et les réclamations sont instruites d'abord en droit, et ensuite il y a quelques atténuations qui viennent, mais toujours avec des fondements juridiques, comme l'allègement de la charge de la preuve en matière de discrimination. Mais nous instruisons les dossiers de manière contradictoire, c'est-à-dire que les réclamations sont portées devant le défenseur des droits, on regarde si ça rentre dans ses compétences, on regarde si effectivement il peut y avoir un dysfonctionnement, on regarde si potentiellement il y a une discrimination, et en fonction de ce qu'on voit dans le dossier, la première chose qu'on fait, quand on décide de mettre à l'instruction, c'est d'écrire à ceux qu'on appelle les mises en cause, dans notre cas les employeurs publics, avec un paragraphe qui est extrêmement important, qui dit qu'à ce stade, les faits exposés sont rapportés par la personne qui présente la réclamation, et nous demandons aux employeurs publics de nous donner la réponse, les explications, des éléments qui permettent d'étayer, d'approfondir ou de justifier le traitement qui a été appliqué ou le droit qui a été appliqué à l'agent en question. Et ce n'est qu'après cette phase contradictoire qu'on commence à regarder encore un petit peu plus près. De cette manière-là, si on voit que des droits n'ont pas été respectés, on rappelle les obligations, on essaie de le faire de manière extrêmement pédagogique, et si on voit que les droits ont été respectés, nous répondons au réclamant de manière, je l'espère, également pédagogique, pour lui expliquer que son employeur a fait normalement les choses, que le droit a été appliqué, et le cas échéant, qu'il n'y a pas eu de discrimination, ne serait-ce que parce que la discrimination, c'est le traitement différencié des gens en considération d'un critère prévu par la loi, enfin prohibé par la loi, et lorsqu'il n'y a pas de critère ou quand il n'a pas apporté d'éléments suffisants, on considère que c'est quelque chose qui est ressenti, qui doit être pris au sérieux parce que c'est ressenti, mais qui n'est pas avéré, on ne va pas plus loin. Je retiendrai deux éléments de l'intervention de Mme Avril qui me semblent extrêmement importants pour structurer une démarche interne dans la collectivité. C'est d'abord le terme écrit, qui va renvoyer, vous allez le voir, sur des aspects procéduraux incontournables aujourd'hui dans l'organisation et le fonctionnement de nos structures, et le terme équilibre. Et c'est de cet équilibre-là, je le crois, qu'on va pouvoir construire et faire des impératifs spécifiques que Mme Avril vient de rappeler sous l'étiquette défenseur des droits, mais plus largement les impératifs déontologiques, ceux que l'on a commencé à esquisser ce matin et ceux que l'on va continuer à approfondir tout à l'heure, un véritable outil de management. Effectivement, et le domaine qui est le nôtre aujourd'hui est assez révélateur d'une approche que l'on peut trouver dans d'autres secteurs du droit des collectivités, c'est que le droit est pris comme une contrainte. Alors soit on résiste, mais vous connaissez le risque de résister, c'est qu'il y aura forcément plus fort à un moment donné, et notamment le juge, après avoir passé toute une série d'épreuves de contrôle administratif et autres, soit on en fait une opportunité. Et je crois que l'un des enjeux majeurs aujourd'hui du projet de loi déontologie et droits et obligations, peut-être faudra-t-il revenir sur cette distinction
entre déontologie d'un côté et droits et obligations de l'autre, puisque pendant longtemps, notamment dans les facultés de droit, on a fait de la déontologie l'ensemble des droits et des obligations. Peut-être qu'il y a derrière cette dissociation dans le titre un symbole véritable, et on verra peut-être en quoi consiste ce symbole et cette dissociation, finalement, entre les droits et les obligations, et puis la question plus largement déontologique. Comment je réenvisage le service de l'intérêt général lorsque le seul discours, ou presque, que j'ai au quotidien dans les médias nationaux, de la part de mon exécutif, ou plus prosaïquement de mon directeur des finances, c'est qu'il n'y a plus de ressources. Donc comment je reconfigure et comment je réinterroge ma fonction au regard de cette contrainte financière qui, là aussi, vient assez fortement contraindre et parfois même obscurcir le mental des troupes, pour le dire simplement. Deuxième élément, c'est aussi réinterroger dans un cadre institutionnel qui est en mouvement permanent depuis bientôt 6 ans. Un fonctionnaire responsabilisé, c'est aussi lié à l'omniprésence de la prévention des conflits d'intérêts. Et le danger qui guette, comme souvent, c'est qu'à force de crier au loup, le risque, c'est qu'on relativise le risque. Mais là, on est sur une dimension qui pourtant est essentielle de l'action publique d'aujourd'hui et de demain. J'en prends pour preuve les éléments statistiques qui nous ont été fournis dans le dossier sur les motifs des sanctions disciplinaires. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître les dimensions en premier lieu, et de manière ultra majoritaire, tous les manquements au devoir de probité. Et que parmi ces manquements au devoir de probité, on va aussi trouver des conflits d'intérêts qui vont pouvoir éventuellement se transformer potentiellement aussi en infraction pénale. N'oublions pas non plus que la dimension pénale est aussi une issue qui peut rapidement survenir dans ce type de dossier. On voit tous l'intérêt, l'enjeu, la facilitation du travail que constituent les outils numériques. Bien évidemment, qu'il nous faut appréhender cette question-là du point de vue déontologique. Ce sont des magnifiques outils, mais qui sont aussi des moyens de transgression déontologique, j'aime mieux dire formidables, avec des guillemets bien entendu, sur le secret professionnel, sur la discrétion, sur l'obligation de réserve. Mais au-delà de ça, n'oublions pas aussi qu'il y a une dimension sur les risques psychosociaux extrêmement forte aujourd'hui avec l'utilisation de ces outils. Et qu'un employeur public ne peut pas se détourner aujourd'hui de cette dimension, quitte à réguler l'utilisation des outils numériques dans des chartes qui permettent d'ailleurs de réactiver le débat déontologique, on y viendra tout à l'heure, mais qui permet aussi de rappeler les droits et les obligations des utilisateurs, mais aussi de l'employeur. Et puis j'insisterai, dernier défi, sur le rôle spécifique des cadres. Ce n'est pas un plaidoyer pro domo, mais force est de constater que les cadres aujourd'hui sont dans une position, et on le voit avec le projet de loi sur la déontologie des droits et obligations, qui est d'une position qui est renforcée, ou, pourrait-on dire, qui revient à ce qu'elle devait être, finalement, à travers ce projet de loi. Et que le cadre aujourd'hui est pris dans un tissu de contraintes qui, à mon avis, est triple. Première dimension, et on l'a vu ce matin avec les chiffres et les commentaires qui ont été faits sur ces chiffres, l'enjeu de l'expertise. On a de plus en plus besoin toujours de cadres experts. La complexification de l'action et du cadre normatif, financier, comptable d'activité administrative conduit à cette nécessité d'avoir de plus en plus de cadres experts qui posent la question, et on l'a vu aussi, de l'adaptation des épreuves du concours qui, eux, visent à apprécier une aptitude à exercer un certain nombre d'attributions et la recherche du recruteur public qui, lui, recherche une expertise, une compétence précise. Mais je crois qu'en guise de conclusion, j'insisterai sur 3 outils, un mode opératoire et un objet. Parmi ces 3 outils, je citerai d'abord la question de l'organisation, au premier chef. Organisation qui vise aussi la détermination d'un certain nombre de procédures. Pour une raison simple, c'est que, et c'est malheureux pour un juriste que de vous dire ça, mais je pense que vous le constatez au quotidien, tabler sur le fait que la loi c'est la loi et tout le monde va s'y conformer, bon, au tout début de ma carrière, je pouvais y croire, mais ça a tenu qu'15 jours, vous voyez, et pour certains, ça a tenu moins que ça. Donc il faut développer d'autres outils. On ne va pas négocier l'application de la règle de droit. Par contre, ce qu'on va peut-être permettre de faire par l'organisation, et évidemment par l'action des organismes partenaires, c'est de faire émerger la nécessité de respecter l'application des règles de droit.
et que dans ce cadre-là, il nous faut développer un deuxième outil, qui est celui, bien évidemment, de la formation. La formation pour inculquer les bons réflexes, et puis, pour ceux qui sont en position particulière, comme les cadres, de pouvoir être aussi référents vis-à-vis des équipes dont on a la responsabilité. Organisation, formation, bien évidemment, troisième outil, alors on l'appellera communication, on l'appellera sensibilisation. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait que l'intégralité du personnel et des élus, j'insiste là-dessus, soient conscients des enjeux autour du respect de ces règles. Tout simplement, pourquoi les élus? Pas parce qu'ils ne les respectent pas ou parce qu'ils n'en ont pas conscience. Le législateur leur a donné une charte par la loi du 31 mars 2015 qui fixe un certain nombre de grands principes, extrêmement cohérents d'ailleurs, avec ceux que le projet de loi déontologie et droit obligation va rappeler et va fixer pour nous. Mais au-delà de ça, il ne faut pas qu'il y ait de hiatus ou qu'il y ait de différence d'exigence. Et rien de tel, pour l'avoir vécu il y a quelques années dans ma collectivité, d'avoir une administration extrêmement consciente d'un certain nombre d'enjeux. À l'époque, c'était des enjeux de probité, et des élus qui, tout en étant d'une honnêteté incontestable, ne voyaient pas l'enjeu qu'il y avait à faire autant de procédures, à mettre en place une direction de la commande publique, puisque c'était sur ces questions-là, qui était un passage obligé pour procéder à tout acte d'achat. Il a fallu aussi informer et sensibiliser sur cet enjeu-là. Aujourd'hui, les élus le sont sur ce domaine-là. Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience plus générale, alors évidemment pas dans cet auditoire qui est déjà convaincu, mais chez beaucoup d'élus de nos collectivités, non pas de la nécessité de la formation, mais de l'intensité de la formation sur ces questions-là. 3 outils, un mode opératoire, j'insiste pour l'avoir expérimenté sur une charte et des outils numériques, c'est la réflexion partagée. Et je reprends l'expression de Madame Fitzduval ce matin, c'est la réflexion partagée. Je crois qu'il faut que tout le monde ait conscience aujourd'hui que l'enjeu est fort. C'est un enjeu, je le crois fondamentalement, sans faire référence à des propositions faites aujourd'hui par de grands élus nationaux sur l'avenir du statut. Je crois que c'est une question existentielle qui est posée. Et que cette question existentielle, on pourra lui répondre à travers les valeurs, à travers la déontologie, afin finalement de se réapproprier ce que sont nos finalités. Et c'est l'objet même, finalement, de tout ce travail-là. C'est la déontologie et le raisonnement éthique, puisqu'on peut avoir toute une série de règles déontologiques, mais il faut savoir quand les appliquer, comment les appliquer, et que l'enjeu de la formation ne se limite pas à dresser une liste d'obligations à respecter, le législateur est là pour le faire, mais au contraire, nous, derrière, à développer un certain nombre d'outils, notamment à travers la formation, pour permettre à l'ensemble des agents et des cadres de pouvoir développer un exercice quotidien et un exercice, finalement, intégré et non pas contraint. Je voudrais contribuer à cette réflexion en abordant rapidement 2 thèmes. D'abord, la façon dont l'offre de service du CNFPT dans sa mission de formation intègre cette problématique, et puis répondre en écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que pour former, en fait, il faut essayer de clarifier des notions qui sont extrêmement complexes et pour lesquelles peu de personnes ont une vision claire de la façon dont les articulations doivent être pensées et mises en œuvre. Je donnerai rapidement quelques exemples d'évolution de notre offre de formation qui intègre cette problématique des valeurs et de la déontologie. D'abord en disant que nos 14 000 intervenants, ceux qui sont les intervenants au jour le jour vis-à-vis des stagiaires qui sont reçus au CNFPT, signent une charte maintenant depuis 2-3 ans dans laquelle ils s'engagent à porter les valeurs et les principes de la fonction publique. Ensuite, lorsque, comme on l'a obtenu récemment, les formations d'intégration pour les agents de catégorie A et B, qui n'étaient que de 5 jours, pourront, à partir du 1er janvier 2016, être portées à 10 jours, en fait, on se donne, dans ces formations d'intégration, la possibilité de pouvoir mieux former les jeunes fonctionnaires qui viennent d'être reçus au concours à la problématique des valeurs, aux problématiques de principe et aux responsabilités déontologiques et aux responsabilités sociétales.
Nous avons également un livret numérique sur la loi de la déontologie, donc celle qui va être adoptée très certainement en février prochain, si le calendrier parlementaire est bien respecté. Dès sa publication au journal officiel, il y aura un bouquet de services, un livret numérique accessible en ligne pour décoder ces nouvelles dispositions législatives. Pour former, il faut clarifier des problématiques qui sont en fait très compliquées. Les mots, les notions sont connus, sont employés, mais souvent le contenu est mal cerné et l'articulation entre les notions de valeur et de déontologie en fait pose des problèmes de visibilité, de compréhension. On parle souvent d'éthique et de déontologie. Il y a une distinction que d'ailleurs Christian Vigouroux, qui est un des maîtres dans la matière, avait introduite et que moi j'ai reprise d'emblée parce qu'elle m'a paru limpide, c'est que l'éthique, en fait, est une certaine idée du bien, du beau, une idée qui peut être politique, qui peut être philosophique, qui peut voire même être spirituelle. Et cette idée du bien et du beau, en fait, elle est différente selon chaque être, dans le respect, bien entendu, des lois de la République. L'éthique, en fait, est quelque chose de plutôt personnel, qui peut être public, bien entendu, et partagé et défendu, mais qui varie d'un être à l'autre, et ça fait partie de la liberté d'opinion, de la liberté de conscience. On ne peut pas avoir de prétention de régenter l'éthique, fort heureusement. Ensuite, quand on parle de déontologie, on parle plus d'un milieu professionnel, en l'espèce pour nous une collectivité territoriale ou un établissement public. Et là, il y a un certain nombre de comportements et d'attitudes qui ne sont pas laissés, qui ne peuvent être laissés à l'appréciation de chacun et qui doivent faire l'objet de principes qui ont un fondement législatif, réglementaire ou autre, et qui, en fait, sont communs à toutes les personnes. La déontologie est donc plutôt une notion qui porte sur la bonne attitude, le bon comportement dans un milieu professionnel, et il y a à ce niveau-là une similitude de principe pour une communauté institutionnelle donnée. Il y a probablement parmi beaucoup de choses 3 éléments qui donnent du sens de manière éminente. D'abord, le projet politique, parce que la politique, c'est quand même, disons, ce qui permet d'exercer le vivre ensemble, et le fonctionnaire est un acteur d'un projet politique, et c'est un premier, disons, facteur de sens tout à fait important, que je mettrai de côté, parce que ce n'est pas notre sujet. Ensuite, il y a 2 autres dimensions, pour faire simple, qui sont fondamentales, qui sont les valeurs et qui sont les principes. Et en sachant que les valeurs et les principes sont 2 notions que je trouve que, d'un point de vue pédagogique, on a intérêt à dissocier parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Les valeurs, c'est en fait ce qui est nécessaire pour le vivre ensemble, pour l'unité d'une nation, pour le lien social. Les principes, en revanche, sont plus des règles du jeu, des droits, des obligations, qui, cela, nécessitent qu'il y ait des comportements qui soient adoptés et qui peuvent faire l'objet de sanctions. Ces questions de valeur et ces questions de déontologie sont importantes parce qu'il y a une certaine idée de la fonction publique qui est toujours en jeu. Et il y a eu des périodes de l'histoire, notamment en 39-45, au cours de laquelle des fonctionnaires français ont, de manière totalement inacceptable, bien entendu, montré à quel point la fonction publique de l'époque pouvait être emmenée à cautionner ou à participer à des faits inacceptables, ignobles, notamment à la politique d'internement et de déportation mise en œuvre par le régime de Vichy. C'était une période
avec un dévoiement totalement exceptionnel. Mais il est important de savoir que s'il y a eu cette situation en 39-45, c'est parce qu'il y avait eu des engrenages qui avaient été enclenchés. Et en fait, pour nous, ces questions de valeurs et de principes sont très importantes parce qu'elles peuvent nous permettre de déceler les engrenages. Les engrenages psychologiques, sociaux, politiques, qui peuvent en fait conduire insidieusement de la pensée aux mots, des mots aux actes, dans la discrimination, dans l'exclusion et dans l'atteinte à toutes sortes de valeurs humaines diverses et variées. Et à l'époque où on est confronté, par exemple, au terrorisme, à la radicalisation, aux extrémismes, à des formes d'intolérance ou de discrimination verbale ou dans des actes qui nous choquent, en fait, on est en présence de cette mécanique d'engrenage qui, plusieurs fois dans l'histoire, a amené au pire désastre, et un jour ou l'autre, je l'espère jamais, peuvent là aussi faire dériver notre fonction publique et notre République. Et puis, ça peut se poser aussi dans des choses plus prosaïques qui sont en fait la façon de gérer les pathologies du pouvoir par les fonctionnaires ou par d'autres acteurs publics, où en fait on sait un certain nombre de choses, on ne dit rien, on est dans la complaisance qui tangente parfois la complicité, et la complicité qui peut frôler la compromission, et on peut comme cela se trouver dans des situations où en fait le fonctionnaire public cautionne des actes qui sont répréhensibles par en fait une vigilance et une réactivité qui a été émoussée et qui effectivement peut se retourner d'ailleurs contre lui. Autrement dit, s'intéresser aux valeurs et à la déontologie, je terminerai par là, s'intéresser à ces questions-là, c'est en fait, à notre façon, être vigilant contre les intolérances et refuser tout ce qui est intolérable. Il y a là quelques points de repère qui sont importants et la formation est un des vecteurs importants pour donner les points de repère voulus. Qu'est-ce que veut dire ce projet de loi avec des nouvelles sanctions, enfin des nouvelles sanctions, enfin pas de nouvelles sanctions disciplinaires, mais la discipline existait déjà, enfin tout ça, ça existait déjà. Et qu'est-ce que vient faire ce projet de loi? En fait, ce projet de loi, il ne fait que conforter et il consolide un statut existant et il donne une densité un peu plus forte à cette notion de la déontologie. Donc il va dans le bon sens. Il ne détruit rien, il ne remet rien en question, au contraire, il conforte. Et par rapport à la problématique, donc sans vouloir rentrer dans un débat politique, je soulignerai, je pense, une donnée quand même fondamentale pour la fonction publique, c'est qu'il n'y a pas de fonction publique sans responsabilité, il n'y a pas de fonction publique sans devoir, il n'y a pas de devoir sans obligation, il n'y a pas de fonction publique sans déontologie, et il n'y a pas de déontologie sans des droits protecteurs. Et le statut, quand on parle déontologie, je pense qu'on parle de ce qui donne son sens au statut.